j'ai accepté la mission et avec comme objectif d'arriver à faire trébucher un petit peu l'Olympique Lyonnais. Elle a la lumière en elle et elle le donne aux autres. Un grande giocatore, une grande femme et une grande joueuse. La Ligue 1, ça ne s'invente pas. Salut Olivier, merci de nous rejoindre sur Charlie. Hein, c'est un nouveau média. Et là, on va être en mode débrief, puisqu'on va débriefer avec toi, Olivier Chouafny, eh bien, l'interview, l'entretien qu'on a réalisé avec Wendy Renard. Comment vas-tu? Ouais, bonjour Ludo, je vais très bien, merci. Très Ouais, bien, ravi d'être avec toi, avec vous, quoi, pour débriefer un petit peu tout ça. en fait, tu nous intéresses à plusieurs titres, de par ton actualité, mais on y reviendra juste après avec le Paris FC, mais aussi parce que tu as été sélectionneur de l'équipe de France féminine et tu as aussi mis une épine dans le pied de Wendy Renard, parce que finalement, je regardais le palmarès de l'OL et depuis 2007, elles sont championnes sans discontinuer. Évidemment, je ne vais pas demander si elles t'en voulaient, mais c'est vrai que ça a dû être quand même un grand moment pour toi, ce titre avec le PSG que tu entraînais, hein, les féminines. Ben oui, ça faisait quelque part un petit peu partie des objectifs qu'on s'était fixés. Donc après mon parcours avec l'équipe de France, l'idée c'était de retrouver un club de haut niveau qui permettait aussi de continuer une certaine progression avec certaines joueuses. Et quand on m'a donné l'opportunité de prendre le Paris Saint-Germain, j'ai accepté la mission. Et avec comme objectif d'arriver à faire trébucher un petit peu l'Olympique Lyonnais. Mais avec toutes on va dire les caractéristiques qu'il pouvait y avoir aussi. Lyon est une très très grande équipe, une équipe qui a un palmarès prodigieux sur le plan national bien sûr, et puis sur le plan international avec un certain nombre de Ligues des Champions remportées et toujours une équipe très très compétitive. Donc pour nous c'était un vrai challenge de pouvoir se confronter bien sûr à cette équipe-là depuis un certain nombre d'années depuis. Bien sûr, l'équipe du Paris Saint-Germain s'est construite progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à enfin réussir à les faire tomber avec ce premier titre acquis en 2021, qui aurait pu peut-être aussi être obtenu peut-être un an avant parce il y avait eu le Covid et malheureusement les compétitions avaient été arrêtées et que le match qui devait arriver au moment de l'arrêt des compétitions devait se faire face à l'Olympique Lyonnais et on se trouvait à un point juste derrière elle. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de frustration de ne pas pouvoir terminer en 2020 ce qu'on avait bien débuté. Mais bon, on s'est finalement très très bien rattrapé l'année d'après avec un parcours magnifique de 20 victoires et 2 nuls, dont une victoire au Parc des Princes face à Lyon qui a été l'élément déclencheur puisque jusqu'à présent, c'est vrai que le Paris Saint-Germain avait du mal à battre Lyon. Ouais, on va dire que c'est du passé parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est très très loin de l'Olympique lyonnais de nouveau. Donc, on peut parler d'exploit depuis 20 ans. Tu es le seul entraîneur qui a réalisé cet exploit. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote avec Wendy Renard. Tu as regardé donc cet entretien que nous a accordé Ouais, Wendy. Une question d'abord générale. Comment tu l'as trouvé? Il y avait la petite surprise avec notamment sa maman qui est venue ouais, j'ai vu. et Mhm. plusieurs intervenants. Comment tu as trouvé Wendy? Est-ce que tu as retrouvé la Wendy que tu as connue avec la sélection, avec l'équipe de France? Oui, Wendy, c'est quelqu'un qui représente beaucoup de choses. Elle est déjà, elle est rayonnante, je la trouve toujours rayonnante. Elle a la lumière en elle et elle le donne aux autres. Je pense qu'à travers ce qu'elle a décrit tout au long de cette interview, heu, bien sûr, c'est une grande femme, c'est une grande joueuse, c'est une grande championne qui s'est construite et qui a eu un parcours complètement incroyable partir aussitôt de chez elle, loin de sa famille, dans un environnement qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne maîtrisait pas, avec des entraînements pratiquement tous les jours, dans un environnement où c'était difficile, il faisait froid. Elle qui arrivait des îles, automatiquement, il y avait une vraie différence, quoi. Mais c'est un parcours incroyable et quand on voit aujourd'hui
où elle est arrivée, on se rend compte de tout le travail, de tous les sacrifices aussi. Et à travers cette interview, elle a souligné beaucoup de choses. Elle a beaucoup parlé bien sûr de sa famille, mais elle a toujours ces valeurs en elle qui sont essentielles et qui ont été son quotidien tout au long de sa vie et de sa carrière. Est-ce que tu as retrouvé la Wendy Renard à travers cette interview que tu connaissais, c'est-à-dire une femme résolument optimiste, qui va de l'avant, qui sait ce qu'elle veut. Elle a 35 ans, mais on a l'impression qu'elle ne regarde toujours pas derrière. Elle continue de regarder devant. Et tu vas me dire, elle a raison, parce que Lyon va être champion de France. Lyon, l'OL lyonnaise est en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une Wendy Renard encore qui regarde devant malgré ses 35 ans. Oui, mais bon, il n'y a pas d'âge hein, de toute façon. Et puis elle aussi, même si elle a gagné beaucoup de titres, elle a toujours cette soif de vouloir encore gagner des titres, de regarder devant, de faire mieux, d'être encore compétitrice. Et elle a toujours eu ça en elle. Et aujourd'hui, même si elle est un peu plus âgée, mais elle a un peu plus encore d'expérience sur tout, que ce soit d'un point de vue collectif et sur le plan individuel. Moi, ce que j'aime chez Wendy aussi, c'est qu'elle a toujours fait passer avant tout le collectif avant elle. Et ça, ça démontre aussi sa personnalité et son côté rassembleur. Elle a toujours été comme ça, je l'ai toujours connue de cette façon-là. Finalement, je l'ai eu qu'une seule année en équipe de France. Ouais, tu avais été en Mais avec demi-finale, en quart de finale de l'Euro en 2017. Ouais, c'est ça. On avait fait d'abord, on avait gagné la Chiblis Cup aux États-Unis parce que ça avait été quand même quelque chose d'important, notamment Battant les battre les championnes du États. monde, hein, les Américaines. Ouais, exactement. Et donc, on les avait battus chez elles. C'était la première fois que la France battait les États-Unis chez elles et en plus 3-0, donc c'était pas rien. Et 3 mois après, donc on préparait donc l'Euro et on a fait un quart de finale. Oui, qui aurait pu être certainement peut-être un petit peu mieux, mais bon, on était dans une phase un peu de transition aussi, avec des joueuses, on va dire, qui étaient en fin de cycle et d'autres jeunes joueuses qui commençaient à montrer un petit peu leur qualité. Donc voilà, Wendy, ça a été un parcours d'une année, mais une année assez intense et aussi avec beaucoup de respect mutuellement, mutuel avec dans le rapport que je pouvais avoir moi avec elle et elle avec moi. Et quand je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, on est toujours très heureux de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Et même si on n'a pas passé beaucoup de temps, mais il y a eu toujours beaucoup de respect entre nous. Ouais, elle est toujours très sûre d'elle. Elle véhicule même cette image, elle la pousse même au maximum. Elle était capitaine quand tu es arrivé. Tu ne lui as pas Ouais, enlevé le brassard, tu l'as laissée capitaine. Ça semblait ouais. évident pour toi? Je trouve c'est naturel. C'est naturel. Alors, je peux en parler puisque j'ai eu aussi à un moment donné dans ma carrière aussi le brassard. Donc, À je sais Nice. un petit Pardon. peu, ouais, à Nice notamment. Il y a eu aussi à Strasbourg, un peu à Rennes. Donc, c'est quelque chose qui est important, qui est une symbolique, mais pas n'importe quelle symbolique aussi, où il faut toujours montrer l'exemple. Et elle a toujours eu ça aussi en elle, montrer l'exemple. Et quand je parle de cet aspect collectif. Quand on est capitaine, c'est ça, on pense toujours aussi un peu aux autres, aux coéquipiers, aux coéquipières, et un petit peu moins à soi. Et c'est ce que je retrouve beaucoup aussi chez Wendy, quoi. Donc oui, pour moi, c'était évident, c'était naturel aussi qu'elle puisse garder le brassard. On en a beaucoup discuté aussi quand je suis arrivé, et c'était intéressant d'avoir son regard. Cette fibre, cette force qu'il y a en elle par rapport à l'équipe de France, notamment ce que l'on voit dans l'interview, où sa maman raconte que quand elle était en équipe de France, son papa, à chaque fois qu'il entendait l'hymne national, il pleurait. C'est une histoire très forte dans sa famille. Est-ce qu'elle avait déjà la fibre quand tu l'as rencontrée et comment ça se caractérisait? Parce qu'on a l'impression que ce maillot de l'équipe de France lui collait à la peau vraiment. Il lui a toujours collé à la peau, hein. Après, il y a des choix qui, à un moment donné, sont faits aussi, de par les performances, mais Wendy, elle a toujours, eu beaucoup de fierté, bien sûr, à porter ce maillot. Ça représente beaucoup et
Aujourd'hui, il lui manque, bien sûr, comme à d'autres joueuses, je pense à Eugénie, je pense à toute cette génération, qui a été, une source d'inspiration pour beaucoup de joueuses, de jeunes joueuses. Il leur manque, voilà, ce trophée qui aurait pu, matérialiser un petit peu, leur passage, même si bien sûr c'est pas encore, terminé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont un peu plus proches de la fin que du début. Et c'est cette frustration peut-être qu'il peut y avoir, c'est par rapport à voilà, ce titre qui Ouais. pourrait leur manquer au bout du Et compte. l'équipe de France est encore en difficulté avec Laurent Bonadei, parce que les Françaises sont deuxièmes de leur groupe derrière les Pays-Bas, qu'elles n'ont pas réussi à battre en 2 matchs. Euh, c'est euh, c'est pratiquement culturel, on a envie de dire, avec l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France, arrivée quart, demi, n'y arrive pas. Pour en revenir à Wendy, le fait qu'elle soit plus appelée, ça te semble logique? Ou est-ce qu'elle elle a toujours, elle le montre en club en tout cas, c'est un choix du sélectionneur, ça je sais, mais est-ce que tu penses que c'est logique? Elle n'a pas renoncé, hein. Non, mais de toute façon, à partir du moment où elle est sur le terrain et qu'elle, joue, des matchs de haut niveau et ça va être le cas encore dans les prochaines semaines avec la Ligue des champions. Elle peut à tout moment être à nouveau appelée, hein. De toute façon, après, c'est le choix, bien sûr, du sélectionneur. Il a sa vision, chacun son regard par rapport à ça. Après, voilà, moi, je ne commenterai pas les choix de Laurent, que je connais plutôt bien. C'est un choix voilà, qui fait. Et aujourd'hui, le seul petit conseil que j'ai envie de donner à Wendy et à d'autres joueuses peuvent être sélectionnables, c'est de faire en sorte d'être la plus performante, les plus performantes possibles pour peut-être à nouveau retoucher à l'équipe de France, quoi. Donc voilà. Ouais, moi, ce qu'on peut dire tous les deux, je pense que tu te joindras à moi, c'est de lui souhaiter peut-être d'y retourner, notamment à la Coupe du Monde au Brésil, mais il faut déjà se qualifier, hein. Oui, il faut se qualifier, bien sûr. Moi, surtout aussi, c'est que bon, peu importe les choix qui seront faits dans les prochains mois, mais à un moment donné, il faudra honorer ces joueuses-là qui, voilà, si elles ne devaient ne plus retourner en équipe de France, je pense bien sûr à Wendy, mais je pense aussi à Eugénie. Ce sont des joueuses qui ont marqué vraiment cette équipe de France là. Et il va falloir à un moment donné se pencher dessus et puis les honorer comme elles se doivent. Ouais, tu as bien raison, 164 sélections, c'est exceptionnel. Et pour suivre, moi, de très près l'équipe de France féminine avec M6.1 qui diffuse les matchs avec France Télévisions, je pense qu'elle aurait évidemment tout à fait sa place en tant que joueuse, en tant que leader. Voilà, elle fait 1,87 m. Elle avait cette particularité, Wendy, en plus d'apporter toujours un plus quand elle était dans la surface. C'était une joueuse de tête, comme toi, parce que j'ai relu dans tes statistiques que lors d'une année. Alors attends, c'était avec Nice ou non, Ouais, avec Nice. Strasbourg, avec Avec Strasbourg, Strasbourg, où tu avais marqué 9 buts, donc 8 de la tête. Ça doit être rare. consécutivement. Donc, Alors, tu étais oui, aussi. On sait que tu as une tête bien faite, mais tu étais une forte tête aussi, hein. Tu je arrives ne à sais pas si elle marquer. est, elle est bien faite, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais cette caractéristique-là de marquer beaucoup de buts, et notamment de la tête. Et dernièrement, en plus, j'en ai discuté avec un journaliste qui me disait que je détenais toujours le record du nombre de buts marqués de la tête consécutivement sur une saison. Donc, je dis, bah, je suis content de l'entendre. Et celui qui s'en est rapproché, c'était Cavani. Mais je crois au sixième, il a dû marquer du pied. Donc, du coup, la série se poursuit toujours. Ouais, c'est ton record. Si tu le veux bien, on va tourner la page Wendy Renard et on va s'intéresser un peu à toi. Juste en aparté quand même, le fait que Nice se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Je sais que c'est ton club. Alors, tu es né à Menton, tu as été formé à Monaco, tu as grandi à Monaco et tu as fini ta carrière à Nice. Et c'est vrai que tu as cette étiquette. Moi, je te revois encore niçois, ce maillot, le brassard. On a l'impression que tu étais totalement dans ton élément. Ça t'a touché le fait que Nice aille en finale de la Coupe de France? Ça me touche beaucoup, bien sûr, encore. Mais il faut dire que c'était pas facile aussi, parce que Strasbourg est un de mes anciens clubs aussi. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, quand on m'a posé la question il y a quelques jours, j'ai pas voulu répondre parce que c'était trop particulier. Après, quand je regarde un petit peu la situation des deux clubs,
C'est vrai que le Racing Club de Strasbourg fait une saison assez incroyable. Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Ils ont une demi-finale face au Rayo Vallecano. Donc, ils ont encore une belle, voilà, quelque chose à aller chercher, ce qui n'était pas le cas forcément de l'OGC Nice. Ils vivent une saison un peu cauchemardesque, puisqu'ils ne s'attendaient pas à jouer leur maintien à 4 journées de la fin. Donc, finalement, cette demi-finale remportée leur permet d'avoir un petit peu leur donner un petit peu d'oxygène, un petit peu de lumière aussi dans une saison qui a été un peu chaotique quand même. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses à Nice, c'est pas que des choses très sympathiques. On se rappelle des supporters qui avaient attendu les joueurs après un match. Ça s'était très très mal passé et certains avaient même dû quitter le club. Claude Puel, il a réussi à maintenir cet état d'esprit, à redresser cette équipe. Je parle de Claude Puel parce qu'on va en venir au Paris FC et donc à Antoine Kombouaré. C'est des entraîneurs un peu, attention, c'est pas péjoratif, mais un peu à l'ancienne, en tout cas qui ont énormément d'expérience. Et vous êtes arrivé avec Antoine Kombouaré fin février. Comment ça se passe pour toi? Antoine Kombouaré est nommé une première fois et il t'appelle assez rapidement. C'était une évidence? Alors, une évidence, pas forcément au départ. Pas forcément au départ, parce que moi j'étais aussi en contact avec d'autres fédérations étrangères et qu'il était question à quelques jours près que je signe un contrat jusqu'à ce arrive cette possibilité-là avec ce projet du Paris FC et d'accompagner Antoine dans cette mission. Donc, pour moi, au départ, c'était pas forcément peut-être ma principe, on va dire c'était pas l'idée au départ que je voulais. La priorité, Euh, peut-être, ouais. ouais, un petit peu parce que c'était bien engagé déjà, parce que j'avais vraiment cette volonté en fait d'aller coacher à l'étranger. J'avais vraiment et j'ai toujours cette volonté de toute façon de découvrir autre chose et finalement, avec un petit peu de recul. J'ai quitté la Ligue 1 il y a 16 ans. C'était au mois de mai 2010. Et, euh, et je me suis dit, bah, oui, au fond de moi, quelque part, un rêve, c'est de revenir en Ligue 1 en tant que coach ou dans un staff technique. Et je trouvais que c'était bien, c'était un beau clin d'œil. Et finalement, bah, pour moi, je suis très content de l'avoir fait et je ne le regrette pas du tout. Comment ça se passe avec Antoine? Est-ce que vous étiez proche? Est-ce que vous n'étiez pas proche? Comment vous êtes découvert? Et au vu des résultats, j'ai l'impression que ça se passe bien. Mais quelle est votre relation aujourd'hui? Ah ben elle est très bonne, elle est fluide à tous les niveaux. Après, avec Antoine, on se connaissait, on a beaucoup, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de différentes associations. Et puis je connais bien aussi son fils Yann. Donc du coup, voilà, quand il m'a appelé, qui m'a parlé voilà, de cette idée-là, j'ai pas réfléchi trop longtemps quand même malgré tout. Et puis, de pouvoir accompagner quelqu'un qui a une aussi grande expérience, je trouvais que c'était intéressant. Bon, Antoine connaît mon parcours aussi. Pour moi, c'était quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, parce que j'avais toujours été numéro un. Mais bon, ça me posait aucun problème de pouvoir l'accompagner, surtout voilà, avec toute la connaissance qu'Antoine a et avait. Donc, du coup, aujourd'hui, ça représente quand même on se faisait la réflexion sur le nombre de matchs à la fois joués, lui comme moi, et coaché, lui comme moi, et ça représentait plus de 2000 matchs. Donc, c'est pas rien. Un Et petit je peu trouve que c'est d'expérience. ouais, puis je trouve que c'est une belle source d'inspiration aussi pour moi parce qu'on apprend tous les jours et qu'Antoine, de par son expérience, il a connu 9 clubs de Ligue 1, il a coaché plus de 800 matchs. Donc, je trouve que pour moi, c'est très bénéfique aussi. Et est-ce que tu dirais, en tout cas c'est moi qui le dis, que c'est un peu l'eau et le feu? Alors je dirais pas la glace parce que je te connais, je sais que c'est pas ça. Mais Antoine, on sait que c'est un impulsif, il a beaucoup de caractère. Et toi, tu es quelqu'un de très réfléchi. Tu l'étais déjà sur le terrain. Bon, tu es un Méditerranéen aussi, hein, on l'a dit. Hein, tu es de Monaco, de Nice, tu es de là-bas. Mais quand même, on a Attention l'impression que. attention à l'eau qui dort, attention quelquefois aussi, ça peut Exactement, vite mais monter, hein. Tu quand sais, même aussi. chez nous dans le sud, il peut y avoir aussi le raz-de-marée, hein, donc. Ouais, ça c'est sûr. On a l'impression quand même que l'assemblage de vos deux caractères forme un duo qui détonne en Ligue 1 parce que vous êtes invaincus. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Oui, oui, Do, mais
il faut toujours être prudent. Il faut vraiment être prudent. Voilà, on n'a pas fait une saison entière. On vient de faire allez, 7 semaines, 8 semaines. C'est vrai que les résultats sont là. On prend beaucoup de plaisir. Je pense qu'il en prend aussi énormément à travers ce qu'on vit avec les joueurs, avec l'encadrement, avec les gens du club qui nous ont formidablement accueillis aussi, qui ont été bienveillants. Et au bout du compte, bah, on se retrouve là et tous les 2 avec le staff, avec des caractères qui sont, ouais, qui sont peut-être un peu différents, mais qui sont aussi, j'ai envie de dire, qui arrivent à trouver leur place. Après, je te cache pas que jusqu'à présent, on a connu plutôt que des bons résultats. Voilà, un moment un peu plus difficile, mais j'espère qu'on va pas le connaître ou en tout cas le plus tard possible. Mais en tout cas, moi, en tout cas pour ma part, je me sens très bien dans mon élément et puis j'essaye voilà, d'apprendre à connaître aussi Antoine dans son quotidien. J'essaye de m'adapter dans ce qu'il veut et puis je suis à sa disposition pour pouvoir aussi apporter mon expérience à l'ensemble du groupe, aux joueurs. On a un groupe voilà, qui est très à l'écoute et qui répond et qui a répondu à tout ce qu'on a pu leur demander jusqu'à présent. Ouais, et je crois savoir, parce que avant de m'entretenir avec toi, j'ai fait ma petite enquête quand même, que vous êtes tous les deux très appréciés et peut-être que même vous avez surpris du monde au sein maintenant du Paris FC, je parle. Votre contrat, comment il est construit? C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, on parle de plus en plus de vous l'année prochaine aussi. Est-ce que c'était compris ça? Ou alors est-ce que vous êtes dit, on part pour quelques mois et puis on verra bien? Non, pour être transparent, on veut pas et Antoine ne veut pas qu'on se projette, quoi. L'idée, c'est on arrive pour une mission. La mission, c'est se maintenir. Aujourd'hui, on a réussi notre mission. Mathématiquement, on a les points, du maintien. Mais, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin. Alors un petit peu plus loin à court terme, pas à moyen ou long terme. À court terme, c'est on a 4 matchs à jouer face à 3 équipes qui sont censées jouer l'Europe, notamment Lille, que ce soit Rennes, le Paris Saint-Germain, peut-être lors de la dernière journée, aura déjà peut-être le titre ou peut-être pas. Et puis on aura Brest entre. Donc on a vraiment 4 beaux matchs en sachant que on va jouer complètement relâché, sachant qu'on a déjà les points et finalement, on se donne pas de limite et on a envie d'être ambitieux et aujourd'hui, comme on a bien recollé, avec les équipes juste devant nous, on se dit: «Bah, pourquoi pas aller chercher une place dans le top 10?» tout simplement. Quand vous êtes arrivé, l'équipe galérait, hein, il y avait bien une raison, hein, même si Stéphane Gillet a bien travaillé. C'était une victoire sur les 12 derniers matchs. Est-ce que tu es surpris quand même, avec toi et Antoine, d'avoir réussi à remettre l'équipe comme ça à l'endroit, avec à certains moments de très gros matchs? Je pense à celui de Monaco, de Pocognoli. Vous avez réussi à les balayer 4-1. Ah, on Est-ce a que vous été êtes surpris? ouais, on a été surprenant, j'ai envie de dire. On a été très surprenant, mais peut-être que le groupe, il se rend pas compte des qualités qu'il a encore, réellement. Après, on a un groupe, très important. On a pratiquement 33 joueurs. Puisque à l'intersaison, il y a pratiquement 5 joueurs, qui ont rejoint le club, sans forcément qu'il y ait eu de départ. Donc du coup, tous les jours, c'est vrai que c'est par moments un casse-tête de faire un petit peu l'organisation et la planification des entraînements avec, autant de joueurs. Mais, on s'est rendu compte que cette équipe et ce groupe avaient besoin de retrouver un peu de confiance. De toute façon, tout ce qui a été fait avant a été très bien fait. Après, il y a toujours des passages quand on est promu, il y a toujours des passages où, ça devient toujours un peu plus difficile. Au départ, l'équipe a plutôt bien marché, bien fonctionné, elle a pris des points et puis à un moment donné, il y a eu une petite baisse de régime. Mais, finalement, on a réussi un petit peu à relancer l'équipe, au bon moment. On a eu un petit peu de réussite aussi. Les planètes étaient, aussi alignées et finalement, tout le monde s'est pris au jeu et a répondu présent. À l'image du dernier match qu'on a joué face à Metz où, on n'avait pas forcément on avait changé beaucoup de joueurs et finalement, bah, ça a donné un très bon résultat et tout le monde tire vers le haut et l'état d'esprit est vraiment remarquable. Je sais pas, est-ce que, de par ton expérience, tu l'as dit avec Antoine, vous avez une expérience à foison. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont surpris? On connaissait la qualité de certains. Euh,
Je pense qu'un joueur comme Simon a été remis à l'endroit par Antoine, qui l'a bien connu à Nantes. Mais un joueur comme Kebal, qui n'a pas toujours été titulaire, hein, avec Antoine, vous ne l'avez pas ménagé. Est-ce que le fait qu'il revienne comme ça, peut-être qu'il vous a montré qu'il était capable d'être titulaire dans cette équipe? Est-ce que c'est un joueur qui t'a surpris? Tu parles par rapport à Ilan ou par rapport à Aylan. Maxime? Aylan. Aylan. À Ilan. Mais Ilan, il avait joué le premier match, c'est contre l'OGC Nice. Et après, dans les jours qui ont suivi, il a ressenti une blessure musculaire. Donc, du coup, c'est plus cet aspect-là qui a fait qu'on n'a pas pu le réutiliser derrière et qu'il a rejoué finalement son premier match avec nous que depuis le week-end dernier face à Metz. Après, Ilan, c'est sa première saison aussi en Ligue 1 et il réalise vraiment une très très belle saison en termes de jeu, mais aussi en termes de statistiques. Il a marqué 8 buts, je crois, il me semble. Il est à 6 ou 7 passes d'ess. Donc, c'est déjà une très très belle saison pour lui et on espère de tout cœur qu'il puisse encore améliorer ses stats d'ici la fin de la saison. Donc, oui, de toute façon, quand un nouveau staff arrive, quand un nouvel entraîneur arrive, automatiquement, ben, tout le monde repart un peu de zéro, quoi. La page, elle est blanche et il a fallu que certains le comprennent. Ça n'a pas été facile, mais ils ont été, je trouve, plutôt intelligents, à l'écoute et les résultats ont fait que finalement, ça a tiré tout le monde vers le haut et tout le monde s'est remis dedans, quoi. Ouais, et peut-être aussi vous. Et j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est un souci, les gardiens de but au Paris FC. On l'a vu notamment à Nice, au Clopel, quand il est arrivé à changer de gardien. Il a remis Maxime Dupé, il a enlevé Diouf. On sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est des discussions sans cesse par rapport aux deux gardiens. Est-ce que vous, il y a aussi de nouveau une hiérarchie qui a été définie avec Cambadio et Kevin Trapp, qui, on a l'impression, est passé devant? Non, il y a pas de hiérarchie. Après, quand on voit la presse, déjà, on a la chance d'avoir deux gardiens de haut niveau et avec deux profils un peu différents. Kevin, c'est un joueur qui a aujourd'hui 35 ans et qui réalise encore des grandes performances à l'image du match face à Monaco où il a été décisif et il nous a permis de maintenir le cap et garder le résultat au moins déjà jusqu'à la mi-temps. Et ensuite, on a Obed qui, lui, est un garçon qui sur l'avenir, va certainement encore Progresser. progresser. Et aujourd'hui, il a débuté la saison. Et puis là, en ce moment, c'est Kevin. Donc, il n'y a pas forcément une hiérarchie. C'est juste la volonté d'avoir des garçons concernés et performants. Et Obed l'a été face à Metz, Kevin l'a été face à Monaco. Voilà, en tout cas, ça se passe déjà Vous très arrivez à bien. bien gérer ça. Vous arrivez à bien gérer. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Même si on sait que toujours c'est un petit peu particulier. Et pour te faire une petite comparaison, moi je l'avais fait, je l'avais vécu aussi un petit peu chez les filles au Paris Saint-Germain. J'avais Chris Sendler et j'avais aussi une internationale polonaise. Je les faisais jouer deux matchs une, deux matchs l'autre. Bon, c'est vrai qu'en fin de saison, j'avais une discussion avec elle pour déterminer quelle était la numéro 1 et la numéro 1 bis ou 2. C'est toujours un peu particulier, mais globalement, ça s'était quand même très très bien passé. C'est quoi l'ambiance au Paris FC, Olivier? Est-ce qu'on sent énormément d'ambition? Cette année, on a l'impression que voilà, c'est un mot qu'on n'a pas trop entendu parce que les résultats ont été quand même assez moyens avant votre arrivée. Quel est le discours à l'intérieur? Et surtout pour l'année prochaine, parce que là, vous êtes maintenu et j'ai l'impression qu'on travaille déjà pour la saison prochaine. Le mot ambition, il faut toujours l'avoir en soi. Là-dessus, il y a pas de problème. Après, moi, je pense, je te donne mon avis personnel, ça n'engage que moi. Il faut être prudent. Il faut être prudent pour la simple et bonne raison. C'est pas parce qu'il y a un actionnaire aujourd'hui qui arrive et qui a des moyens importants qu'il faut aller plus vite et aller trop vite. Le club du Paris FC, ça faisait 45 ou 47 ans, je crois, qu'il n'avait plus été en Ligue 1. Le club est promu, c'est sa première saison en Ligue 1. Il aura une deuxième saison maintenant officiellement l'année prochaine. Donc, il faut aussi évoluer, mais progressivement. Pourquoi aller trop vite? Aujourd'hui, le club, il a des structures qui ne sont pas encore complètement en adéquation avec peut-être une ambition qui se fera dans quelques années.
aujourd'hui, il n'y a pas encore réellement ces structures-là. Quand je dis les structures, c'est bien sûr de quoi bien s'entraîner, même si on s'entraîne bien, on a ce qu'il faut, mais ce n'est pas encore aujourd'hui, on va dire, similaire à d'autres clubs de Ligue 1. Ensuite, quand on passe de la Ligue 2 à la Ligue 1, automatiquement, il y a des joueurs où le club a certainement fait plaisir aussi, Ouais. avec des prolongations. Ah, Donc, tu ces l'as dit, il y a beaucoup de prolongations, joueurs, hein. Vous avez beaucoup de oui, joueurs. et donc aujourd'hui, il y a 33 joueurs. Donc, il y a sûrement il va y avoir des fins de contrat, il va y avoir des joueurs qui ne seront pas renouvelés, il va y avoir un petit turnover. Euh, Après, l'idée, c'est que même il y a des moyens, il faut toujours être vigilant et surtout se donner des objectifs qui soient en corrélation avec ce qu'on a aujourd'hui comme joueurs, comme effectif. Et là, aujourd'hui, en fonction du classement qu'on aura peut-être en fin de saison, il faudra déterminer un objectif qui sera peut-être légèrement au-dessus, mais il ne faut pas aller voir trop loin et trop haut tout de suite. Mais d'après ce que j'ai compris, quand même, Antoine le disait, l'année prochaine, si jamais vous restiez, peut-être qu'on va vous parler d'Europe. On a vu que le Patrick Zadi, le milieu de Reims, est déjà arrivé, il a 19 ans, il est très prometteur. Non, tu dis non par rapport à l'Europe, c'est trop tôt? Non, il ne faut pas dire non, il ne faut pas se donner de limites. Mais Antoine, dans son discours, il parlait surtout en arrivant que lui, il voulait pas forcément parler de maintien, on ne voulait pas parler de maintien. Et au vu de ce qu'on avait comme effectif, on parlait de plus que le maintien, en fait. C'était ça, donc être ambitieux dans ce sens-là. Vous êtes Après, dixième. Bien. oui, voilà, donc c'est pour ça que je parle d'objectifs à court terme. Et le court terme, c'est là, c'est jusqu'à la fin de la saison. L'année prochaine, on verra. Pour l'instant, on va terminer la saison et on verra derrière. Moi, je préfère être toujours voilà, pragmatique, prudent, mais je sais qu'il ne faut pas s'enflammer parce que quand on s'enflamme, c'est là où on commence à aller droit dans le mur. Et par contre, de vouloir prendre des jeunes joueurs à fort potentiel, oui, ça c'est intéressant, comme Rudy Matondo qui est arrivé en janvier de la JOCR. Voilà, ça c'est aussi des actifs qui vont être importants pour le futur du Paris FC. Ouais, tu vois, c'est là où je disais que tu as la tête sur les épaules. Tu as beau venir du Sud, tu t'enflammes pas tout de suite. Tu restes très calme, tu es tranquille quand même. Non, mais Dans l'expérience. parce que oui, parce que j'ai vécu aussi ces expériences-là quand j'étais joueur, mais après quand je suis devenu entraîneur, sélectionneur, et je sais qu'il ne faut pas brûler les étapes et il faut être à l'écoute un petit peu du marché et puis se structurer avec de la cohérence. C'est ça qui est important. Après, il ne faut pas se donner de limites, être ambitieux, oui, mais c'est une ambition interne. Un garçon comme Thierry Immobilier, 36 ans, au départ, on se demandait ce qu'il venait faire à l'international en puissance, une grande carrière. Comment il est au jour le jour? Comment tu pourrais me décrire ce joueur? Un grande giocatore, hein, pour parler en italien, c'est un grand joueur. C'est un très grand joueur. Je vais être honnête, quand j'ai vu un peu les premiers matchs, je pensais qu'il lui fallait un petit peu de temps. Après, il lui faut de l'adaptation, hein. Il découvre le championnat de France, qui n'est pas facile, parce qu'on pense que le championnat de France est un championnat plus facile que d'autres. Non, Non. le championnat de France est un championnat très difficile, tactiquement, très peu d'espace. Et Chiro, je trouve que malgré tout, il vient d'arriver, hein, et il s'est quand même assez vite adapté. Alors oui, il lui a fallu 1 ou 2 mois, mais par expérience, il faut laisser toujours un peu de temps, notamment aux attaquants. En plus, lui, il a du vécu, il a un certain âge aussi déjà, malgré tout, et qu'il fallait qu'il se remette sur le plan physique. Et là, depuis 3 matchs, on est en train de retrouver un Ciro Immobilier de haut niveau, quoi. Déjà, devant le but, il se remet à marquer. Et puis dans le jeu, on commence encore un peu plus à le trouver. Lui commence aussi à trouver ses partenaires. Donc moi, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup parce que je sais de quoi il est capable et de ce qu'il va encore apporter jusqu'à la fin de la saison. Ouais, et lui, tu l'auras cet été parce que malheureusement, l'Italie ne s'est pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça reste un traumatisme. Moi, je ne suis pas italien, mais pour tous ceux qui aiment le foot, c'est quand même assez terrible.
Ouais, alors nous, en plus, on a quand même trois joueurs internationaux, parce que bon, on a Chiro qui l'a été, et bon, aujourd'hui il est plus à la section, mais on a Diego Coppola qui a fait partie du groupe, qui s'est pas qualifié, et on a Luca Cosciollo qui est international U moins de 21, italien. Donc ça n'a pas été facile aussi à gérer. de remotiver quand on les a accueillis, notamment Diego, lui, qui avait été partie prenante. Mais moi qui suis né à Menton, à la frontière italienne, mes C'est cousins vrai. sont italiens, euh, un mondial sans l'Italie, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Parce que l'Italie a toujours été là, et que ça fait maintenant, ce sera la troisième fois consécutivement. Donc pendant 12, ça fera 12 ans que l'Italie Terrible. n'aura pas participé à une Coupe du Monde. Donc c'est quand même fou. Mais en même temps, c'est peut-être aussi parce que, il y a des choses à changer, qu'il faut faire évoluer peut-être la Serie A. Et à part l'Inter de Milan la saison dernière en Ligue des Champions, mais on retrouve beaucoup moins les clubs italiens dans les derniers carrés des coupes européennes, alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on parlait de la Juve, on parlait du Milan AC régulièrement, quoi, voire de l'Inter. Bon, tu sais, on va arriver à la fin de l'interview. Tu sais que ce média, c'est une aventure très personnelle. On a un signe de ralliement sur Charlie. Est-ce que tu es capable de le faire? De ça? Ah ouais, tu t'es entraîné ou quoi? Non, pas du tout. J'ai fait, voilà. Alors souvent, la première fois, si tu me demandes de le faire une deuxième fois, je pense que je vais peut-être pas y arriver, mais en tout cas, je suis pas trop mal, non? C'est C'est ça la ça? classe. Non, t'es pas mal. Je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui sont pas arrivés. D'ailleurs, Wendy Renard s'y est reprise à plusieurs fois pour arriver à faire notre site de ralliement. C'est les deux i. Voilà, c'est par rapport à mes prénoms de mes deux filles. C'est quelque chose de très personnel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par Antoine, hein, pas le PFC, si peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour cette fin de saison et pour l'avenir? Ah, ben, de continuer à prendre autant de plaisir que je puisse en prendre actuellement, quoi. Tant de par nos résultats, mais que dans ma vie globale, quoi, aussi. De me sentir bien et en bonne santé, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Et après, toujours garder le sourire et prendre du plaisir. Sans le plaisir, sinon, ça marche pas. On a un point commun. Je sais que t'as deux filles comme moi. Donc, Non, ça aussi. j'ai fille et garçon, moi. Ah, ta fille et garçon. Pardon, Ouais. donc c'est pas un point commun. J'ai mal lu. Mais en tout cas, tu as deux enfants. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Tu as rapatrié la famille à Paris? Comment ça se passe? Parce que là, Et- non, j'ai la chance d'avoir ma fille, elle habite Paris, parce qu'elle travaille à Paris. Donc, je vois ma fille, mon fils est du côté de Montpellier. Et donc, du coup, ma femme du côté de Toulouse. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, mais on a la chance d'être à Paris et de pouvoir venir aussi. Et en tout cas, eux, ils viennent, ou moi, dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie de descendre. Mais bon, je vois régulièrement ma fille déjà, donc c'est déjà ouais, très c'est bien. l'avantage. J'ai un peu le même. C'est un peu la même histoire que toi. Tu nous l'as dit, tu nous as un peu vendu le truc, c'est que dans ton avenir proche ou pas, tu espères peut-être avoir une expérience à l'étranger. Je veux finir là-dessus. Oui, c'est un objectif que je me suis fixé dans les prochains mois, les prochaines années. Alors peut-être que ça ne sera pas, hein, je ne sais pas, hein, mais oui, j'aimerais vraiment connaître une aventure différente de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Voilà, il y a eu pas mal de contacts ces derniers mois. Et puis, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une envie et une volonté. Voilà, j'ai pas eu la chance de pouvoir partir à l'étranger quand j'étais joueur. C'est pas passé loin aussi. Et là, je me dis, j'aimerais quand même bien connaître ça, Ouais, de connaître ouais, une avant aventure. d'aller à Rennes, hein, je crois que tu as failli partir à l'étranger dans des grands clubs, n'est-ce Ouais, pas? à la sortie de Strasbourg, j'étais en contact très avancé avec, notamment, j'avais eu le Bayern de Munich, j'avais Fulham en Angleterre, j'avais Valence en Espagne, ouais, Bologne en Italie. Et donc, notamment en Angleterre, ça avait failli se faire. Bon, bah, écoute, on souhaite peut-être de trouver une sélection. Moi, je dis rien. Je sais que tu as un papa qui est marocain, donc je dis rien. Je ne donne pas d'indication. Mais peut-être que des fois, par là, ça peut le faire. On sait que le Maroc a de très, très grandes ambitions aujourd'hui dans le football. On l'a vu à la CAN, on l'a vu. Ils vont organiser le prochain mondial. Pas celui des États-Unis, mais celui d'après.
Donc, voilà, c'est l'une de tes pistes. Il y en a beaucoup, tant mieux, ça veut dire que tu es bien et que tu fais Non, bien ton beaucoup, travail. non, mais beaucoup, non. Il y en a certaines, mais pas autant que ça non plus, hein, mais après, il faut les travailler, il faut avoir les bonnes personnes. Attends, faut avec ce que essayer- tu fais au PFC, tu vas pas me dire qu'on va pas venir te chercher. Et pourquoi tu n'aurais pas ta chance en Ligue 1? Parce que je me dis, toi, tu as entraîné en Ligue 2, et pourquoi tu as été sélectionneur? Pourquoi tu n'aurais pas ta chance en Ligue 1? Tu prouves aujourd'hui que tu as l'expérience, tu as le métier, tu as le talent pour être entraîneur de Ligue 1. Parce que j'essaye de faire ça aussi progressivement. Ouais. Et la Ligue 1, ça ne s'invente pas. Souvent, il y en a qui essayent de franchir des caps entre le national et la Ligue 1, où certains n'ont jamais vraiment coaché encore en Ligue 1 et ils passent d'une équipe au centre de formation à la Ligue 1. C'est pas la même chose. Il faut être préparé. Et moi, je dis souvent, tant qu'on l'a pas, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Personne ne peut comprendre ce que c'est réellement le poste d'entraîneur numéro 1. Voilà, tu es prêt. Là. Moi, aujourd'hui, je me sens bien dans le poste dans lequel j'évolue avec Antoine et avec le staff. Et je ne me projette pas. J'ai juste envie de bien terminer la saison et qu'on fasse encore les meilleurs résultats possibles et qu'on prenne encore du plaisir. Voilà. Ça, Ouais. c'est ce que j'ai envie jusqu'à la fin. Écoute, ça a été le maître mot dans cet entretien avec toi, le débrief de Wendy Renard, et après la deuxième partie sur toi et le Paris FC. C'est ce qu'on a ressenti. Tu nous as dit que Wendy était quelqu'un de très joyeuse, de très optimiste. J'ai l'impression que tu partages ça avec elle, et c'est pour ça, je pense, que tu t'entendais très très bien avec Oui, elle. c'est comme ça qu'on a, je veux dire, on a la connexion et j'ai toujours cette image parce que j'avais été la voir à Toulouse quand elles avaient joué avec l'équipe de France contre la Norvège et à la fin du match, elle rentre dans le vestiaire et puis elle me voit et quand j'ai vu son sourire, quand je te dis elle est lumineuse, j'ai senti que ça lui faisait plaisir de me voir et inversement. Et c'est vrai que Wendy, une des choses, ça m'a beaucoup touché. Quand elle a écrit son livre, elle m'a envoyé le bouquin, elle l'a signé, elle m'a mis un petit mot très, très sympa, quoi. Voilà. Ouais, Wendy, elle fait pas semblant, c'est C'est une... Wendy, c'est Wendy, quoi. Elle est C'est, vraie. ouais, elle est vraie, elle est humaine et puis c'est une grande femme et une grande joueuse. Merci Olivier. Olivier Chouafny sur Charlie. C'est fini.